Quel formidable panel nous avons devant vous. Nous allons maintenant nous pencher vers l'avenir. Nous avons parlé des enjeux, les obstacles auxquels nous faisons présentement face, et c'est votre dernière occasion de poser vos questions par rapport aux choses qui sont à venir au cours des 5-10 prochaines années. C'est le sujet de discussion pour notre dernier panel. Je vais brièvement présenter nos 4 intervenants et encore une fois, c'est votre dernière occasion, alors posez vos questions. Moi, je vais leur poser quelques questions et après, j'ouvrirai la discussion au public. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions brûlantes que vous embouteillez depuis ce matin. C'est maintenant votre occasion. On ne veut pas que vous ayez de regrets après cet événement. Alors, ne soyez pas timide, n'hésitez pas. C'est votre dernière chance à partager vos commentaires et poser vos questions à notre panel. Ce matin, si vous étiez présent, vous avez entendu parler de Dominique Rochon, le sous-ministre et dirigeant principal de l'information du Canada. Il était là ce matin. Nous avons Scott Jones, président de Services partagés Canada. Nous avons Paul Wagner, directeur général du Service numérique canadien. Et, dernier mais non le moindre, Stephen Karam, président et chef de la direction à System Scope. Je vais lancer le panel et je vais un peu changer notre ordre. Alors, Paul, je vous pose la question en premier. Pour ce qui est de la vision stratégique du service numérique du Canada, pouvez-vous nous parler des réussites du service qui a été créé en 2017, si j'ai bien compris? Et il y avait un appel à l'action dans ce service numérique, à savoir comment est-ce que le gouvernement et les ministères peuvent travailler ensemble pour la transformation numérique. À quel point êtes-vous optimiste que cet appel à l'action sera réalisé? Et d'après vous, quels sont les plus gros obstacles auxquels vous sont confrontés? Alors, j'ai 42 minutes pour répondre à cette question seulement, n'est-ce pas? Donc, vous avez à peu près 3 minutes pour y répondre. Je veux apporter une correction. Ici, au panel, ce n'est pas l'avenir de la transformation numérique et le service numérique, c'est ici, dans le public. Quand on regarde le service numérique canadien et la stratégie que nous avons mis en place, merci de l'applaudissement. Et moi, je parle d'éliminer le travail en vase clos. Trop souvent, on se compare à l'Estonie, à l'Ukraine. Il y a de très beaux travaux, évidemment, qui se fait dans ces pays-là. Il y a du beau travail qui se fait chez nous dans tous nos ministères aujourd'hui. Je crois que l'un de nos plus gros défis ici au Canada, c'est comment on peut coordonner tout cela. On a parlé des occasions pour l'excellence. Ici, il y a des gens qui viennent de Parc Canada, des affaires des anciens combattants et d'autres ministères de partout au gouvernement. Il y a énormément d'évolutions qui se passent dans chacun de ces ministères. Je prendrai l'exemple de l'Ukraine. Il y a énormément de transformations au niveau du gouvernement. Et c'est très difficile quand on pense à un pays comme le Canada. Et on commence à penser à d'autres juridictions canadiennes. On est presque comme l'Union européenne pour ce qui est des États membres. Et il faudrait apporter ces changements d'abord au sein du gouvernement canadien et par la suite dans d'autres entités. Je crois que beaucoup du travail numérique se fait déjà. Par exemple, dans des événements comme celui-ci, on parle de comment est-ce qu'on peut créer une bonne expérience pour l'utilisateur, un meilleur processus pour quelqu'un qui doit agir entre deux ministères et collaborer entre deux ministères. Mais quand je pense aux obstacles, bon, il ne faut pas faire fi de ces obstacles-là parce qu'il faut les garder à l'esprit pour voir le plus grand portrait global. Il faut les garder à l'esprit pour comprendre l'équation totale. Par exemple, les gens disent parfois ça prendra des années pour changer les lois, mais récemment, j'ai eu le privilège de parler avec quelques fonctionnaires et ils ont fait changer des lois
dans une période de 2 semaines et non pas des lois. C'était dans un plus petit pays, mais je ne crois pas que nous devrions limiter nos ambitions, que ce soit dans notre façon de financer des initiatives, notre adoption de différentes philosophies. Et je ne parle pas seulement de nous ici dans la salle, mais de tout le monde. Merci. Et aujourd'hui, nous avons parlé du fait que nous avons réussi à faire des choses différemment durant la pandémie. Donc, il faudrait maintenir cet esprit d'entrepreneuriat. Scott, alors, Service partagé Canada est décrit comme étant l'épine dorsale numérique du gouvernement canadien. Alors, d'après vous, quelles sont les prochaines étapes de cette aventure de transformation numérique et comment est-ce que vous pensez que la transformation va changer la façon dont tout le monde dans cette salle travaille et aussi les compétences dont ils auront besoin à l'avenir? Quand je songe à l'histoire de Service partagé Canada, je me dis qu'il est maintenant le moment de se pencher vers l'avenir. Donc, numéro 1, je vous dirais que on se comporte parfois comme si on n'était que 47 différents ministères, mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça vient créer beaucoup de friction au sein du gouvernement. Si on regarde nos feuilles de route, moi, idéalement, je voudrais que chaque fonctionnaire fédéral puisse mettre les pieds dans n'importe quel ministère et commencer à travailler. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible, mais il faut commencer à réaliser cette vision. On devrait avoir la possibilité de travailler n'importe où, à n'importe quel moment. Aussi, je ne crois qu'aucun travailleur du gouvernement ait besoin de remettre ses appareils technologiques si on change de poste ou de ministère, par exemple. Je crois que cela ne devrait jamais arriver. Pourquoi est-ce que les choses sont différentes dans chaque ministère? Ça n'a aucun sens. On devrait plutôt se focaliser sur la prestation des services. Qu'est-ce qu'on donne au public? Que ce soit les services à l'interne et notre façon de traiter nos applications organisationnelles ou comment on transfère les choses aux Canadiens. Ce qui n'est pas important, c'est comment est-ce que je configure mon réseau parce que, bon, je travaille de façon X, Y, Z. C'est ce sur quoi on devrait se pencher. Merci. Ça, c'était la première fois que toute la salle a applaudi depuis ce matin. Alors, bravo. C'est très beau à entendre. Vous pouvez maintenant partir. Vous avez déjà bien fait. Et vous avez décrit une vision de l'abolition des différences inutiles entre ministères. Je vous invite tous à songer à des questions. Donc, oui, c'est bon d'avoir la vision, mais il faut pouvoir réaliser et accomplir cette vision. Dominique, je vais maintenant passer à vous. Pas de pression, il faut des applaudissements de toute la salle, vous aussi. Alors, vous supervisez la transformation numérique dans tout le gouvernement. Alors, à votre avis, quels seront les jalons dans cette transformation numérique? Et à quel point pensez-vous que les fonctionnaires sont bien munis pour faire face à cette transformation? Oh oui, c'est une question facile pour moi. En fait, je vais emprunter des commentaires de Paul et de Scott. Et je vous dirais que c'est difficile d'identifier des jalons précis. Pourquoi? Parce que c'est un chemin qui est en constante évolution. Paul et Scott ont mentionné que nous devons changer notre culture et notre façon de travailler. Et là, je ne parle pas du changement technologique, mais un changement comportemental et de mieux comprendre comment nous faisons notre travail. Paul a dit que pour changer de loi, on ne devrait pas devoir attendre des années. Moi, je suis quelqu'un qui siège dans une agence centrale au centre du gouvernement et nous établissons des politiques et des règles et les gens disent très souvent que nous sommes des obstacles à l'innovation. Toutefois, moi, je vous dirais que ces filets de sécurité et ces soutiens que nous
fournissons par l'entremise de stratégies, etc., sont essentiels pour la navigation de la transformation. Ce ne sont pas nécessairement des obstacles, mais il faut les mettre en place pour ensuite réaliser les jalons et les atteindre. Il faut, ou plutôt, les citoyens canadiens maintenant prennent une réservation au resto dans leur iPhone. Ils vont à l'aéroport et ils peuvent montrer leur carte d'embarquement dans leur portefeuille Apple. Mais ensuite, ils viennent au gouvernement du Canada et ils ne peuvent pas agir de la même façon. Et c'est frustrant. Alors, nous devons y arriver pour pouvoir fournir le même niveau de service. Comment le faire? C'est compliqué. Nous avons beaucoup de leçons que nous pouvons tirer de nos amis à l'international. Et bien sûr, il faut agir de façon responsable. Il y a certaines règles qu'il faudra respecter, donc il faudra mettre en place les bonnes politiques et adopter les bonnes compétences. Les compétences numériques représentent un enjeu très important. Il faut comprendre comment ces compétences-là sont utilisées. Ensuite, il faut aborder la grande dette que nous avons accumulée. Nous n'avons pas investi de la bonne façon dans notre technologie et on paie aujourd'hui le prix. Pour cela, nous devons harmoniser notre allocation de ressources. Voilà, ce sont 3 choses qu'il faut faire. J'ai entendu parler la ministre ce matin, elle a été très passionnée. Elle a parlé de ce qu'il faut bien faire. Et moi, j'ajouterais une chose de plus. Si vous étiez dans la foire aujourd'hui et vous avez vu l'étape de nourriture, vous avez vu des gens du secteur privé aussi. Il faut toujours faire des partenariats avec ces gens-là. Il faut le faire de façon transparente et sans heurts pour mieux servir les Canadiens. Génial. Merci énormément, Dominique. Alors, vous dites qu'il faut non seulement faire ce changement au niveau de la technologie, mais aussi par rapport à la mentalité, parce que les citoyens ont des attentes par rapport à la prestation de services. Vous avez aussi dit qu'il faut munir les gens pour pouvoir faire tout cela, mais de pouvoir le faire de façon sécuritaire, c'est-à-dire avoir les filets de sécurité en place, avoir les bonnes compétences et investir dans l'infrastructure. Merci énormément, Dominique. Et vous avez terminé avec cette idée du partenariat et à quel point c'est essentiel de travailler tous ensemble. Et sur ce, Stephen, vous travaillez dans beaucoup de différents ministères. Alors, selon votre expérience, quelles sont les grandes étapes à venir et à quel point pensez-vous qu'on fait bien les choses et où sont les occasions d'amélioration? Merci. Je suis très impressionnée qu'on n'a pas entendu le mot IA une seule fois jusqu'à présent sur ce panel. Moi, je viens du secteur privé et j'ai bien aimé le commentaire de Dominique. Nous sommes pris au piège d'une certaine façon. Et avec le gouvernement, nous devons arrêter d'employer le terme transformation numérique. Numérique, ce n'est pas seulement une question du numérique, parce que cela met le fardeau sur les leaders du numérique. Et on peut s'imaginer que le fardeau n'appartient à personne d'autre. Donc, les autres attendent que le changement arrive, mais il faut que tous participent au changement. Et au gouvernement du Canada, on voit en fait que c'est très bien parce que nous avons des authentifications numériques, nous avons les données, nous avons la cybersécurité. Ce sont des ingrédients, mais ils créent les recettes pour l'architecture. Et tout cela fait toute la différence pour le progrès. Et cela prend du courage. Et plusieurs panels ont parlé du courage et de la prudence, mais ils font également preuve de la curiosité et du dévouement. Il faut être engagé. Ce n'est pas une question de tenter les choses pour voir. Non. Il faut trouver de nouvelles façons de faire les choses et de collaborer avec les gens. Et tout cela a déjà été fait. Mais parfois, on n'arrive pas à faire quelque chose au sein de notre propre ministère, mais ça se fait déjà ailleurs. Il y a plusieurs exemples qui existent.
si on connaît l'anatomie de la réussite, on peut employer les mêmes approches. La transformation numérique, c'est une espèce de métabolisme qui a des répercussions sur tout ce qui l'entoure. Il n'est pas question de régler une chose, mais on peut commencer par régler un problème et ensuite réutiliser le gabarit pour passer au prochain problème. Il y a beaucoup d'excellents leaders, beaucoup d'esprits brillants au gouvernement du Canada avec qui nous avons travaillé et j'ai très hâte de voir ce qui se produira à l'avenir. Merci énormément. J'ai bien aimé ce que vous avez dit. Ce n'est pas une transformation numérique, c'est une transformation tout court. Parce que dans beaucoup des séances aujourd'hui, on a parlé de la gestion du changement parce que c'est une question des gens autant qu'une question de la technologie. Et aussi le dévouement, est-ce qu'on est engagé envers le changement? Parce que c'est vrai que si les gens s'imaginent que le fardeau n'est pas sur eux, ils ne vont pas participer au changement. Merci énormément. Il nous reste 20 minutes et nous avons une question ici, une autre question là-bas et nous avons une main levée de ce côté-ci de la salle que j'attends depuis très longtemps. Alors, je vois beaucoup de mains. Deux ici, deux à ma droite et deux ici au centre. Est-ce que vous pourriez garder les mains levées, s'il vous plaît? Have we got a mic here in the room? Alors, il y a un micro ici dans la salle. La dame dans la première rangée. Ensuite, le monsieur derrière avec la chemise. À vous. Alors, je crois qu'il est allumé. Bon après-midi. Je suis Marie-Lou Mols. Je viens de l'IRCC. J'attends longtemps pour poser cette question parce que je ne sais pas ce que ça signifie. Ce matin, vous avez parlé de la cybersécurité pour tous. On a abordé la question du gouvernement et son approche est dans un moment charnière parce que la mission est au centre de leur action. Il y a une vision. On a beaucoup parlé de vision. Eh bien, c'est très cool d'avoir cette vision. On dirait presque un slogan, mais est-ce qu'il est question de sémantique seulement? Est-ce que c'est une question d'image de marque? On a le gouvernement 2.0, on a 2025, 2030. Qu'est-ce qui fait que c'est différent cette fois-ci? Comment est-ce que ça va mieux fonctionner cette fois-ci? Excellente question et c'est bien parce que nous avons justement au Royaume-Uni un nouveau gouvernement qui est mené par sa mission. Alors, en quoi c'est différent d'être mené par sa vision ou sa mission? Est-ce que vous parlez spécifiquement de la stratégie en cybersécurité? Inaudible pour l'interprète car l'intervenant n'a pas de micro. Cette fois-ci, c'est la mission critique. Notre moteur, c'est notre mission. Moi, je ne suis pas un expert en sémantique. Je travaille dans la fonction publique depuis environ 25 ans. Donc, j'ai vu les cycles. Et c'est vrai, les gouvernements sont cycliques, surtout quand il est question des dépenses et de la gestion. On a un budget, on alloue les fonds. Si vous comprenez comment le gouvernement fonctionne, il y a une agence centrale qui approuve les politiques, alloue les fonds. Et ensuite, il faut aller au secrétariat du Conseil du Trésor au Canada, expliquer comment ces fonds seront dépensés et démontrer que les résultats sont au rendez-vous. Et c'est un cycle. En bout de ligne, pour moi, c'est quelque chose de très rassurant. J'ai travaillé dans une demi-douzaine de ministères et d'agences et chaque groupe a sa propre culture, mais ces cycles se retrouvent dans tous les organismes. Quand il est question de cybersécurité, comme vous en avez parlé, eh bien, mon collègue ici à ma gauche et moi, nous avons travaillé à l'établissement de la sécurité de la communication et nous avons travaillé sur la mise sur pied du Centre de cybersécurité.
Et nous avions une vision très spécifique sur comment le mettre en œuvre. Service partagé Canada, le secrétariat du Conseil du Trésor et notre groupe avons formé une espèce de trio pour gérer la cybersécurité et nous avons construit sur ces bases. Et notre mission, est arrivée à maturité, on fonctionne encore mieux. Est-ce que mission critique, c'est de la sémantique? Je vous dirais que oui, mais je vous dirais qu'on s'améliore en question de cybersécurité. On s'améliore dans la prestation de services numériques, mais plus on s'améliore, plus il faudra travailler à faire embarquer le reste de la fonction publique. Quand on parle de 350 000, 400 000 fonctionnaires, eh bien, il y a beaucoup de sensibilisation à faire et comme vous le savez, on pourrait avoir la stratégie en cybersécurité la plus sophistiquée avec toutes les règles et l'infrastructure en place pour nous protéger. Mais tout ce qu'il faut, c'est qu'une personne clique sur le mauvais bouton au mauvais moment et on est exposé à des risques. Alors, en bout de ligne, est-ce qu'on va continuer d'avoir des plans quinquennaux sur 10 ans, des nouvelles visions? Oui, les gouvernements se succéderont et il faudra avoir des nouveaux mots, une nouvelle sémantique, une nouvelle présentation des idées. Mais pour moi, ce qui est important, c'est est-ce qu'on est en train de jeter des bases qui nous permettront de croître? Et est-ce qu'on est en train d'élaborer les compétences numériques nécessaires pour continuer à livrer sur nos promesses? Merci. Je sais qu'on a beaucoup de promesses, de questions encore. Paul, vous vouliez quand même rajouter un petit mot? Oui, je voulais dire un petit mot de la fin du mot. Du point de vue de la mission, je suis d'accord que le mot numérique est un petit peu un mot chaud, mais il faut penser aux éléments qu'on rassemble pour lancer une conversation par rapport à un résultat. Il y a Scott Bryce, un nouveau ministre, qui a lancé la conversation et maintenant on est dans les services administratifs et les services. Mais quand il est question de services numériques et ce qu'il signifie pour les citoyens, c'est quelque chose qui arrive en mode descendant. C'est un des éléments de la mission. Du point de vue de la fonction publique, notre mission, peu importe la couleur du gouvernement au pouvoir, c'est qu'il y a une ambition numérique au Canada. Et cette mission numérique se concentre sur 2 domaines, la confiance et les services. C'est tout. C'est sûr qu'il y a toutes sortes d'autres concepts qu'on y intègre, mais ce sont ces 2 piliers qui sont la base. On avait déjà un plan stratégique où il fallait faire toutes sortes de choses. Ce n'était pas motivé par la mission. Maintenant, on fait tout en fonction de la confiance et des services et c'est quelque chose qui organise nos efforts. Merci. Alors, le monsieur avec la chemise et ensuite, on voudra aller à l'autre côté de la pièce pour les questions. Merci. Il va s'allumer. Il y a simplement un petit délai. D'accord. Alors, moi, je travaille avec le gouvernement du Canada depuis 5 ans. Avant, j'étais universitaire. Je travaillais à un laboratoire de physique et nous avons créé une plateforme de données vaste, sans fournisseurs. Et quand je suis arrivée au gouvernement, j'ai toujours été surpris par le fait qu'il nous fallait toujours des fournisseurs qui étaient à la fine pointe de la technologie, alors qu'on pourrait créer la capacité dans nos propres systèmes de TI pour qu'on soit nous-mêmes à la fine pointe de la technologie et qu'on ne dépende pas des fournisseurs. On pourrait nous-mêmes être les moteurs de l'évolution technologique. Alors, ma question va comme suit. Pourquoi ce n'est pas notre approche? Pourquoi est-ce qu'on n'embauche pas des experts dans nos départements de TI pour créer des solutions qui nous permettraient de dépendre moins des fournisseurs afin de développer ces capacités? Alors, la question, est-ce qu'on dépend trop des fournisseurs? Scott. Il y a plusieurs éléments dans cette question. Nous devons renforcer notre capacité en TI. Nous devons nous assurer d'avoir les compétences nécessaires en place. Mais il y en a déjà beaucoup. Ne faisons pas semblant. Il y a déjà des groupes importants de personnes très compétentes, mais quand on a
toute une miche de pain et qu'on a seulement une cuillère à soupe de beurre d'arachide, on ne goûte pas très bien le beurre d'arachide. L'analogie n'est pas super bonne, mais en fait, notre problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire profiter notre capacité sur les enjeux d'importance, parce qu'on a parlé des silos. L'autre chose, c'est qu'il faut arrêter de penser à des projets de TI qui reçoivent un financement. On vient de parler de l'IRCC. Eux font un projet qui est très emballant en ce moment, un des plus intéressants qui pourrait mener à une grande transformation. Mais qu'est-ce qui arrive dans 3-4 ans quand le projet est terminé? Comment est-ce qu'on peut maintenir l'élan de la transformation? Eh bien, il faut changer notre structure. Alors moi, je pense qu'on a toutes sortes de personnes très intéressantes, intelligentes au sein du gouvernement, mais on dépense ses ressources à réinventer la roue. Alors, moi, je pense que ces groupes-là devraient se concentrer sur les éléments qui sont différenciateurs. Alors, si vous pensez à la science, eh bien, ils devraient faire de la science. Moi, quand j'étais chef du centre de le cybercentre, nous, on développait des outils de fine pointe de cybersécurité. Je ne voulais pas qu'ils travaillent sur des services de courriel et des serveurs qui font partie maintenant des TI de base. On veut avoir des TI de base en place pour que leur expertise soit utilisée à bon escient. C'est sûr qu'ils voulaient jouer, mais ce n'est pas pour ça qu'on est là. Alors, nous, on tire trop sur l'élastique et c'est un de nos problèmes fondamentaux. Nous devons être prêts à essayer certains éléments. On devrait essayer de résoudre le problème, mais ensuite, si on réussit, on devrait le partager avec le reste du gouvernement. Si on a une bonne idée, comment la déployer à grande échelle? Alors, on a des très bonnes idées qui peuvent partir d'une équipe très douée, mais ensuite, on a toutes sortes de processus. Il faut des fonds. Et c'est à ce moment-là où les cycles qui reviennent à chaque année et les processus interministériels commencent à nous ralentir. Alors, on devrait se concentrer sur la pérennité des programmes, mais aussi comment libérer les personnes qu'on a pour qu'ils se concentrent sur les tâches d'importance. Il nous reste 2 questions d'ici au bout de la salle. Levez la main si vous avez des questions, soit là-bas. Levez la main, on va vous donner le micro. Allez-y. Ce panel porte sur l'avenir numérique du gouvernement et ce que je vois ici, c'est 4 hommes blancs. J'aimerais bien savoir qui sont les femmes, soit dans votre organisation ou ailleurs au gouvernement, que vous pensez représentent l'avenir numérique du gouvernement du Canada aussi. Merci. Et avec tout le respect qui est dû aux 4 hommes qui sont sur le panel, et nous avions d'excellentes panélistes féminines tout au long de la journée, mais commencez là où vous le voulez. Eh bien, pour nous, c'est un sujet dont on a parlé. On a remarqué que c'était un panel rempli d'hommes. J'ai failli refuser l'invitation exactement pour cette raison-là, parce que moi, j'ai des sous-ministres adjointes qui sont si douées qui pourraient vous parler de ce sujet avec autant de passion et de connaissances que moi. Mais je m'étais engagée à participer à ce panel, mais vous avez raison. Nous ne sommes pas un panel très représentatif, du moins pour nous 3. Je ne peux pas parler au nom de Stephen, mais nous sommes les 3 personnes qui sont en poste au moment où les invitations ont été lancées, mais je vous dirai que c'est exactement ce sur quoi nous devons travailler. Nous devons mettre en lumière la vaste expérience et la diversité qui existe au sein du gouvernement, particulièrement au niveau du leadership numérique. Mais moi, je pourrais descendre de scène en ce moment et vous donner une liste de personnes qui pourraient remplir toute la première rangée de la salle sans même hésiter une demi-seconde. La liste est très longue et je l'ai ici en tête, mais vous avez raison. Il y a eu des questions par rapport à l'IA et les billets qui pourraient être intégrés aux algorithmes et des choses comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a des enjeux au niveau de la diversité de la main-d'œuvre, de la fonction publique? Est-ce qu'on devrait en faire plus pour nous assurer que la main-d'œuvre représente aussi bien que possible les citoyens que nous desservons? La réponse simple, c'est oui, nous devrions toujours en faire plus. Mais cela étant dit, moi, j'ai remplacé une femme il y a 8 mois.
Et depuis mon entrée en poste, j'ai essayé de rencontrer tous les chefs de l'information et les chefs de services numériques partout au gouvernement. J'en ai rencontré 75 jusqu'à présent. Je crois qu'il en reste 35 à rencontrer et il y a une grande proportion de femmes parmi ces fonctions. Il y a le genre qui était là aujourd'hui ici. Il y a plein de femmes qui sont à la tête des départements de l'informatique et des technologies et des femmes issues de la diversité. Alors, je n'ai pas l'impression qu'on n'a pas une bonne représentation dans ce domaine, mais je crois qu'on doit toujours déployer des efforts sur ce front. On doit s'assurer d'embaucher ces femmes et de les promouvoir. Mais quand il y a un panel où il y a 3 ou 4 hommes, on reçoit souvent ce genre de questions. Ce n'est pas du tout surprenant et nous devrions faire mieux pour promouvoir les femmes et les minorités visibles. Merci. Merci pour cette question qui nous met au défi. Une autre question de ce côté-là de la salle? Je suis Nathaniel Black. Je suis étudiant avec les services frontaliers du Canada. Je suis Nathaniel Black. Je suis un étudiant à l'Agence des services frontaliers du Canada et j'ai 23 ans. J'ai remarqué qu'il y a une littératie innée et acquise qui est difficile à comprendre dans la fonction publique, surtout parce que notre organisation fonctionne sous une hiérarchie. Alors, je crois qu'il y a un lien manquant dans cette conversation par rapport à la distinction entre la numérisation et la numéralisation. Mon gestionnaire dit que ce n'est plus les années 90 ou le début des années 2000 ou de mettre quelque chose dans un PDF numérique, ce n'est pas un service numérique. Alors, voici la question que j'ai à vous poser par rapport aux analyses des coûts et des avantages. Je suis jeune, je participe beaucoup dans les réseaux sociaux et je suis prêt à donner une grande quantité de données personnelles pour obtenir un service qui est très personnalisé. Alors, quel est le coût et l'analyse des coûts et des avantages qui est menée au niveau élevé de la hiérarchie pour savoir quelles sont les informations qu'on peut utiliser au sein de l'organisation, mais comment est-ce qu'on peut aussi faire valoir aux jeunes Canadiens que ce genre d'informations peut être disponible en un seul endroit pour leur donner cette expérience personnalisée. Il y a beaucoup de contenu dans cette question. Alors, c'est de savoir si on est en train de numériser ou de rendre numérique. Est-ce qu'on est en train de rendre numérique des processus analogues ou est-ce qu'on fait une réelle transformation des services? Il y a aussi l'autre question qui est à savoir comment on peut aller chercher les données de la part des citoyens pour leur offrir des services qui sont pertinents pour eux. Il y a beaucoup de matière à réflexion dans cette question. Qui aimerait lancer le bal avec une réponse? Je vais commencer. Peut-être que les autres pourront contribuer par la suite. Vous avez abordé un point par rapport à la littératie numérique qui est très importante. Et ce n'est pas seulement vrai dans la fonction publique fédérale. Il y a un travail qui peut être fait par rapport à la littératie numérique pour les citoyens, les entreprises canadiennes, à savoir ce que ça signifie, la numérisation. Dans la présentation de Yuri, on a parlé de la numérisation du chaos. On ne veut pas faire ça. Alors, on revient au modèle de la confiance et des services, notre ambition numérique. Alors, l'élément de la confiance se mérite. On ne peut pas simplement dire, c'est le gouvernement du Canada, vous devez nous faire confiance parce que nous avons vu nos scores en matière de confiance dans les dernières 5 ans qui ont fait comme un manège. Alors, quand on pense aux coûts et aux avantages, je crois que la réflexion qu'on doit faire est plus approfondie que ça. On doit commencer avec des services qui peuvent permettre un transfert de connaissances et d'informations, de donner une bonne expérience client et de démontrer ce que ça peut, de quoi ça peut avoir l'air quand on utilise bien les données des citoyens, quand on les utilise de façon sécurisée et pertinente et digne de confiance.
des fois, on peut miner nos efforts quand on vise trop haut. Alors, c'est vrai qu'il faut faire un effort de numératie, de littératie numérique, et je crois que c'est un des premiers, un des nouveaux chantiers pour nous. Il y avait un commentaire sur rendre numérique et la numérisation des processus. Je l'ai déjà dit, si le gouvernement du Canada, c'était Amazon, notre inventaire serait sur un PDF et il faudrait appeler un numéro 1-800 et on ne saurait pas si on avait l'inventaire parce qu'il y aurait une feuille de calcul à quelque part avec notre inventaire. Alors, quand on pense aux silos qui sont entre les ministères, eh bien, le département des finances est séparé des TI, est séparé des gens de la politique. Et quand on va refaire nos programmes, je peux vous garantir que ce n'est pas comme ça qu'on crée nos processus pour travailler dans le monde moderne. Alors, il faut revoir nos façons de faire. Mais ce que ça signifie, c'est qu'on doit faire des compromis et arrêter d'essayer de jouer à qui est le plus fort entre les silos. Par rapport à la confiance, je crois que l'affaire avec les réseaux sociaux, c'est que nous sommes le produit sur les réseaux sociaux, mais c'est divertissant. Alors, moi, je reçois toutes mes vidéos avec des chats, donc je suis heureux. Alors, je continue de leur faire savoir ce que j'aime visionner, mais le consommateur est le produit sur les réseaux sociaux. Mais le gouvernement offre un service et nous devons penser à comment on peut expliquer aux gens exactement ce qu'on fait, dans une façon qui nous permet d'éliminer les théories de complot. Parce que si on fait la cueillette des données, les citoyens doivent savoir pourquoi on veut la collecter et à quoi elle sert. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez décider de ne pas participer, mais vous devez participer au gouvernement du Canada. Alors, il faut penser à notre transparence. Il faut être transparent dès le début. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, on ne réussit pas encore super bien. Et par rapport à la transparence et la communication, ce sont des thèmes qui sont revenus. Alors, est-ce qu'on peut amener les micros dans le milieu de la salle? Mais Steven, avant de passer à la prochaine question, aviez-vous quelque chose à dire? Oui, eh bien, il y a eu cette question de rendre numérique et la numérisation. Scott vous a parlé aussi d'agir avec transparence. Je ne sais pas si vous avez participé à la séance où on a parlé de la paye et les ressources humaines où tout allait être transparent. C'était l'exemple parfait de comment les choses devraient être faites. Mais quand on parle de la numérisation, eh bien, il faut repenser nos façons de faire. Et si on repense à comment on travaille, on doit s'assurer d'avoir les bonnes personnes autour de la table quand on repense à nos façons de faire. Il nous faut ces équipes multidisciplinaires. Il nous faut des réels clients dans la salle quand on repense nos façons de faire. Parce que c'est à ce moment-là qu'on pourra devenir réellement numérique plutôt que de faire du numérique. Et il y a réellement une différence. Trop souvent, nous avons vu des ministères qui ont fait du numérique avec des gens qui sont des experts de première ligne. Mais ces experts, on les aime bien. Ils ont beaucoup d'informations, mais dès qu'ils deviennent un représentant pour un client réel, eh bien, on tombe dans le panneau à chaque fois et eux intègrent des billets dans les nouveaux processus qui ne devraient pas être là. Mais si on avait des réels clients avec une équipe multidisciplinaire et diverse, on pourrait trouver des façons de créer la numérisation qui ferait toute la différence. Alors, ce sont certaines idées que je viens d'avoir suivant les observations après les séances d'aujourd'hui. Il nous reste 6 minutes et ensuite 2 questions. Alors, je vais prendre les 2 questions et vous pourrez choisir à laquelle vous voulez répondre. Alors, on va vous demander d'avoir des questions très concises. Alors, il y a quelqu'un à l'arrière de la salle avec un micro et ensuite la dame en avant avec le veston gris. Alors, les 2 questions d'abord. Je suis Shamima de OCIO. Excellente journée aujourd'hui. Nous avons entendu de l'importance de mettre l'utilisateur au cœur de nos pratiques, des changements culturels, de toutes sortes de concepts qu'on peut réaliser. Mais le problème, c'est que c'est du réchauffé. On en a entendu parler souvent de ces concepts. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer qu'on s'attaque à ces idées pour qu'on puisse avoir des nouvelles idées lors des prochaines éditions de cette conférence? Alors, un peu de frustration ici dans la salle. Pourquoi c'est différent cette fois-ci? Et la dame avec le veston gris. Oui, je m'attendais à ce que cette conférence porte sur ce qu'on va faire à l'interne pour naviguer les transformations. Mais une chose dont j'espérais qu'on parle
et ça n'a pas été fait, c'est que nous devons prendre des décisions par rapport à nos parties prenantes, nos clients, nos utilisateurs qui utilisent l'IA. Nous devons prendre des décisions. Par exemple, si on tient quelqu'un responsable personnellement, comment est-ce qu'on peut tenir l'IA responsable? Il y a des sites Web, j'aurais dû vous dire avec qui je suis avec IRCC. Alors, nous regardons maintenant des sites Web qui donnent des informations sur l'immigration. Nous savons que ces sites sont alimentés par l'IA. Nous avons des préoccupations parce que c'est contre les réglementations par rapport à la représentation. Alors, l'envers de la médaille, c'est qu'on est si loin derrière la technologie. Moi, c'est quelque chose que je sonne l'alarme depuis longtemps. On ne peut pas contrôler ce qui se fait dans le public, mais comment est-ce qu'on peut dire à un gouvernement qui est si concentré sur sa propre transformation qu'il ne peut pas ignorer ce qui se passe de l'autre côté du mur? Il faut voir ce qui se passe à l'interne, mais aussi à l'externe. Je ne sais pas si, de façon générale, vous avez des réactions là-dessus. Je vais essayer de reformuler votre question. Alors, la première, c'est à savoir qu'est-ce qui est différent cette fois-ci. Et la deuxième, c'est est-ce qu'on est trop concentré sur la transformation interne qu'on perd de vue, on perd de vue l'impact de nos décisions ou ce qui se passe déjà avec l'IA à l'externe. Alors, il nous reste 3 minutes et demie. Je vais vous demander à chacun votre opinion. Vous pouvez répondre à une ou deux des questions. Alors, pour la première question, c'est une femme qui travaille dans mon département et j'ai bien hâte de voir son cheminement de carrière, mais je vais répondre aux deux questions avec cette réponse-ci. D'abord, il faut identifier les ingrédients qu'il nous faut pour nous adapter pendant qu'on avance. Et quand je parle d'ingrédients, ce que j'entends, c'est de nous assurer qu'on gère notre dette technologique, qu'on priorise nos investissements, qu'on recrute les bonnes personnes. Le recrutement, ce n'est pas simplement que d'embaucher des gens, c'est d'avoir un cheminement de carrière adéquat et de former ces personnes-là. C'est quelque chose qui nécessite de la discipline. Et par rapport à la question sur l'IA, eh bien, il faut avoir les bons guides en place. Nous avons mis une directive sur la prise de décision automatisée. Nous avons mis en place une évaluation obligatoire des impacts des algorithmes et il nous faut aussi une stratégie des données afin de pouvoir offrir des services IA. Si on n'a pas ces ingrédients, on ne va pas réussir. Et ça peut sembler un peu ennuyant, mais il faut se réveiller tous les jours, retrousser ses manches et livrer la marchandise. Pas simplement parler, mais à chaque réunion, on a toutes sortes de gouvernance. Il faut se répéter constamment et il faut adopter une approche de la gestion du changement pour changer notre culture, nos façons de faire et d'investir dans ces ingrédients. Quelles sont vos idées, Stephen? On va faire un sondage. En 2004, quelle était notre position au niveau de gouvernement électronique dans le monde? On était numéro 1 il y a 20 ans. Quel est notre rang maintenant? On n'a pas assez de doigts, en fait. Vous pourriez enlever vos bas et vos chaussures et vos bas. Mais quand j'ai vu Yuri devant, qui était si fier et qui parlait d'être un tigre européen de la transformation, ça veut dire qu'il est allé en mode accéléré. Et nous, ce qu'on doit faire pour renverser notre recul, pour éviter d'avoir cette même conversation dans 20 ans pour dire qu'on va faire les mêmes choses, eh bien, on doit aller en mode accéléré. Et peu importe ce que ça veut dire qu'on va faire tout ce qu'il faut pour enlever les obstacles qui sont là depuis longtemps et qui restent là, qui sont là depuis 20 ans, qui nous empêchent de bouger aussi vite qu'on aimerait avancer. On a fait beaucoup de bon travail déjà, on a mis beaucoup d'efforts, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de connaissances et beaucoup d'outils qu'on peut utiliser, mais il faut travailler de façon coordonnée et de travailler en mode accéléré. Je vais m'arrêter là. Paul, je vais vous demander de suivre la notion du mode accéléré. Je vais commencer avec votre question.
Le leadership en action, ça ne signifie pas juste les personnes ici. Nous avons agi. Vous avez 4 personnes ici devant vous qui sont passionnées de la transformation numérique. Mais quand on agit, on fait des erreurs des fois. Est-ce qu'il aurait dû avoir une femme ici? Oui, mais maintenant, on parle d'un sujet qui nous passionne, quelque chose qu'on aimerait changer. Je crois que c'est vrai dans la fonction publique fédérale, avoir du leadership maintenant qui se concentre sur l'action plutôt que de mettre en place des politiques, d'identifier les nouvelles stratégies, d'apporter des changements concrets et d'oser se tromper de temps en temps. Et quand on travaille en mode accéléré, bien des fois, on trébuche. Mais vous voyez ce qui est différent maintenant et dans 12 mois, vous allez voir de l'action. Il y a beaucoup d'actions sur plusieurs fronts, que ce soit l'info nuagique, le développement des politiques au Conseil du Trésor. Les choses se font beaucoup plus rapidement qu'avant. Avant, on mesurait les choses en décennies plutôt qu'en semaines ou en mois. Et pour les services numériques canadiens, par rapport aux identifiants numériques, c'est quelque chose qu'on met en action déjà. C'est quelque chose qui se fait. C'est quelque chose qu'on construit. Ce n'est pas seulement des présentations PowerPoint. Alors, on pourra s'en reparler dans un an pour voir les résultats. Et là, Scott, vous avez le mot de la fin. Ce que nous avons fait différemment, vous avez tout à fait raison. Je me suis entendue répéter des choses que j'ai déjà entendues les autres dire sur ces scènes-là il y a des années. Mais nous avons des systèmes très puissants. Nous avons envie toujours de retourner à l'arrière et il faut en fait mettre notre énergie pour corriger les situations, mais on a tendance à trop en mettre sur notre assiette et on n'arrive pas à gérer tout ce qu'on se donne comme projet. Et c'est un petit peu comme ça qu'on fait avec le numérique. C'est comme ces magiciens qui font tourner des assiettes sur des bâtons. Eh bien, les assiettes commencent à tomber avant qu'on les ait toutes faites tourner. Alors non, il faut s'arrêter, il faut corriger certaines situations. Je déteste de parler du Wi-Fi, mais nous avons commencé avec le Wi-Fi parce qu'il n'y a pas de raison de commencer à faire du travail quand on n'a même pas la capacité de se connecter à distance. Alors, nous avons amélioré le processus, mais vous ne le saviez peut-être pas, avant, 95 de notre processus était de négocier avec les chefs de l'information dans les ministères. Ce n'était pas des questions d'infrastructure, c'était toutes ces discussions. Alors, on essaie de corriger ce genre de situation et d'éliminer les obstacles partout dans le processus. Et à chaque étape, il faut se demander s'il y a une meilleure façon de faire les choses et de remettre en question nos façons de faire. Mais posez-nous la question encore l'année prochaine. L'année prochaine, on veut savoir ce qui est différent, ce qui est nouveau. Il faut nous tenir responsables. C'est une des raisons pour lesquelles je suis là, parce que c'est ma responsabilité de répondre aux questions. Et c'est pourquoi nous sommes tous là. Alors, sur ce, je vous redonne la parole. Merci à vous tous d'avoir répondu à nos questions avec honnêteté et transparence. N'allez nulle part. Veuillez applaudir chaleureusement nos panélistes d'aujourd'hui. Merci.